Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes plus de 250 inscrits à ce webinaire consacré au marché immobilier du littoral atlantique. Merci donc pour votre présence et surtout merci pour les nombreuses questions que vous nous avez envoyées ces derniers jours. Ces questions serviront de fil rouge à nos échanges. Je m'appelle Laurent Caillot, je suis journaliste spécialisé dans l'immobilier. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde qui abordera avec Barnes le marché immobilier de prestige du littoral atlantique et surtout comment il a tenu le choc face à la crise du coronavirus. Nous verrons que ce marché et ses acteurs se sont réinventés de façon absolument spectaculaire en quelques semaines pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles normes sanitaires imposées à travers le monde, donc en France depuis 1 mois et demi. J'apporte une précision importante. Il ne nous appartient pas aujourd'hui de prendre position sur la crise elle-même, ni sur la manière dont tel ou tel pays y a réagi, mais bien d'analyser le marché tel qu'il se présente aujourd'hui, 30 avril 2020, et quelles sont ses évolutions prévisibles dans les semaines ou les mois à venir. J'imagine que si vous avez rejoint ce webinaire, c'est parce que vous connaissez le groupe Barnes. Je vais quand même vous le présenter en quelques mots. Fondé par Heidi Barnes et Thibaut de Saint-Vincent, voilà 25 ans, Barnes est aujourd'hui la première société internationale d'immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée. C'est-à-dire qu'elle propose à ses clients français et internationaux une offre de services globale et personnalisée qui s'illustre via la vente d'appartements, de maisons, d'hôtels particuliers, de châteaux, de programmes neufs, mais aussi de propriétés de chasse, de haras, de vignobles, de yachts et tant d'autres. Ceci dans 15 pays, soit 60 destinations, entre villes et lieux de villégiature, en bord de mer ou en montagne. Nous commencerons cette table ronde avec Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes, pour échanger avec lui sur la situation globale de l'immobilier de prestige et sur le retour d'expérience de Barnes, précisément sur le littoral atlantique. Nous verrons ensuite comment l'activité s'est poursuivie sur le terrain ces dernières semaines, avec Étienne de Gibon, directeur de Barnes La Baule, Germain Tournoy, directeur de Barnes Île-de-Ré, Sophie Vessier, directrice de Barnes Bassin d'Arcachon, puis Philippe Thomine des Masures, directeur de Barnes Côte Basque. Enfin, nous aurons une intervention de Grégory de Simancourt, notaire, qui travaille régulièrement avec le groupe Barnes et qui nous racontera comment les notaires se sont eux aussi réinventés en quelques semaines, avec en ligne de mire des avancées assez extraordinaires, le mot est faible, vers une digitalisation complète de l'acte notarié. Commençons donc par Thibaut de Saint-Vincent. Thibaut de Saint-Vincent, question très large, comment se porte le marché immobilier de luxe au cœur de cette crise sanitaire d'une ampleur inédite? Écoutez, je vais vous surprendre, non seulement l'immobilier de prestige résiste, mais il sera probablement l'un des rares gagnants de cette crise que nous traversons. La crise du coronavirus intervient dans un contexte qui était extrêmement favorable à l'immobilier international de prestige. Depuis une dizaine d'années, partout dans le monde, la demande est supérieure à l'offre, avec toutefois des marchés qui diffèrent selon les données politiques et économiques propres à certains pays et des profils immobiliers qui diffèrent d'une ville à l'autre, d'une station balnéaire à l'autre, d'une station de ski à l'autre. Ainsi, le coronavirus est-il intervenu dans un marché euphorique à Paris, dans un marché qui commençait à s'essouffler à Madrid, dans un marché qui ne demandait qu'à repartir à Londres avec le Brexit, ou dans un marché qui repartait à la hausse à Miami. Donc la sortie de crise sera donc différente à Paris, à Madrid, à Londres ou à Miami. Mais elle sera également différente, comme on va le voir, d'un lieu de villégiature à l'autre. En quoi l'immobilier de prestige est-il une valeur refuge? L'immobilier de prestige est une valeur refuge financière depuis une vingtaine d'années, mais on constate qu'avec la crise que nous traversons, la confiance reste pleine et entière dans cette valeur refuge, puisque au-delà de la valeur refuge financière, on a pu constater que les biens immobiliers de qualité qui ont des beaux volumes, des beaux jardins ou des belles terrasses sont aussi le meilleur des refuges quand le monde extérieur est hostile. Oui, on l'avait oublié, mais la pierre de qualité, ce n'est pas qu'une valeur refuge financière. C'est aussi une base arrière professionnelle. On l'a tous constaté, d'où l'importance que ce soit un lieu agréable et un lieu confortable. Donc, la plupart aujourd'hui des propriétaires et des utilisateurs en ont pleinement conscience.
Thibaut de Saint-Vincent, le groupe Barnes est implanté dans 15 pays. Faites-vous le même constat dans tous ces pays? Oui, je crois que de manière générale, on peut dire que dans toutes les villes où nous sommes implantés, on a reçu de nombreux appels d'investisseurs, d'acquéreurs qui se disent prêts à agir rapidement pour acquérir des biens de qualité dont les prix seraient intéressants. En parallèle, on reçoit des appels de particuliers qui nous disent être pressés d'acheter car ils disposent de sommes importantes sur leur compte en banque et ils ne souhaitent pas les laisser très longtemps dans le contexte actuel. Donc, on continue à réaliser des ventes dans tous les quartiers de Paris, mais également dans le sud de la France, à Biarritz, à Londres, à Miami. Alors, celles-ci sont évidemment beaucoup moins nombreuses qu'avant. Elles se comptent dans toutes ces destinations sur les doigts d'une main, mais cela nous permet de constater que l'immobilier haut de gamme résiste très fortement malgré la crise. Alors, malgré la crise, j'ai envie de vous poser la question, malgré les crises, vous avez vous-même, je crois, plus de 30 années d'expérience dans l'immobilier, donc vous avez vu passer plusieurs crises. Celle que nous traversons actuellement est-elle comparable aux grandes crises précédentes? Je pense notamment à 92 et 2008. Oui, alors bon, revenons sur la crise de 92 qui a suivi le déclenchement de la guerre du Golfe fin 91. 92 a marqué dans le monde entier la fin d'un long cycle de hausse de l'immobilier et une chute des prix importante de l'ordre de 50% de 92 à 97, notamment en France. En 2008, la crise financière mondiale a vu l'immobilier baisser partout dans le monde, mais la chute a été de très modérée et surtout de courte durée. On voit qu'elle n'a duré que 6 mois, notamment à Paris, et une petite année dans les beaux lieux de villégiature, parce que très vite, les acteurs ont pris conscience que c'était la meilleure des valeurs refuges. Donc la crise du coronavirus, elle est différente de celle de 92, car à cette époque, l'immobilier haut de gamme n'était pas considéré comme une valeur refuge comme il l'est aujourd'hui de manière très très sûre. Et différente de celle de 2008 où les principaux acteurs, acquéreurs et investisseurs ne disposaient pas d'autant de liquidités qu'aujourd'hui. Donc dans ce contexte, nous sommes assez confiants. On anticipe après la période de confinement évidemment un trou d'air de 3 à 6 mois, une période d'observation où il y aura certainement quelques ventes de nécessité et des acquisitions, je dirais, d'opportunités. Mais on devrait voir repartir le marché sur les bases antérieures, probablement à partir de la rentrée de septembre-octobre, à un rythme qui devrait être beaucoup plus soutenu et des prix sans doute comparables à ceux que nous avons aujourd'hui. Concernant le littoral atlantique, donc Barnes est présent sur plusieurs de ses principaux lieux de villégiature. Comment se présente le marché après 6 semaines de confinement? Alors, sur le littoral atlantique, comme on va le voir avec tous nos intervenants, qu'il s'agisse de la Baule, de l'île de Ré, du bassin d'Arcachon, de la côte basque, l'aspect refuge de l'immobilier de prestige, c'est plus que jamais réaffirmé. Hein, tous vont vous raconter effectivement ces Parisiens, ces Bordelais, ces Toulousains, enfin en gros tous les propriétaires venus des grandes villes s'installer dans leur résidence secondaire et se sentir non seulement à l'abri, mais dans un bien de bonne qualité dont ils peuvent profiter et dans lequel ils peuvent travailler avec un grand confort. Donc vraiment, un choix gagnant. La réalité, c'est que tous ces acquéreurs ont compris qu'ils avaient fait un choix gagnant en investissant dans ces lieux de villégiature. Et alors, les acquéreurs potentiels, vos futurs clients, avez-vous constaté des changements dans leurs attentes ou dans leurs attitudes depuis le début du confinement? Alors, sur tout le littoral, on constate que le télétravail est devenu une réalité et même une priorité, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, de professions libérales, de cadres supérieurs. Nos clients nous disent qu'ils recherchent impérativement des biens disposant d'un espace pouvant se transformer en bureau temporaire ou définitif, d'une connexion Internet à haut débit, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas l'une de leurs exigences, on va dire, auparavant. Et dernière question, Thibaut de Saint-Vincent, l'annonce du déconfinement le 11 mai a-t-elle amené un changement dans vos rapports avec vos clients? Oui, alors l'annonce du déconfinement a été un vrai tournant.
tout en respectant les règles sanitaires recommandées par le gouvernement, on a pu mettre en place donc une activité demandée par nos clients, autant acheteurs que vendeurs. Donc, comme vous allez le constater, tous nos bureaux restent opérationnels avec des visites qui continuent dans toutes les places où nous sommes. Nos clients nous font confiance et ils ont raison parce que évidemment, on souhaite protéger nos équipes, nos clients et nous avons mis en place des règles très rigoureuses tant au sein de nos agences que pour les visites effectuées. Mais il y a une nécessité de reprendre l'activité car les besoins de nos clients sont là et donc nous avons multiplié les visites. Alors les visites pour la plupart du temps virtuelles avec un smartphone ou en FaceTime ou via WhatsApp, mais nous avons aussi chez Barnes choisi de développer les visites en 3D basées sur la technologie Matterport. Donc, ces visites sont une solution amenée à devenir la règle et on en verra un exemple sur la côte basque. Par ailleurs, avant de laisser la parole à tous nos intervenants, je tenais à féliciter, à remercier les notaires. Donc, on aura effectivement un invité notaire qui ont fait preuve d'une grande diligence, d'une grande efficacité, parce qu'on a eu finalement énormément de promesses de vente qui ont pu se signer au niveau national et des actes authentiques qui ont pu se finaliser. Donc, on voit que également dans leur métier, le passage au digital et au virtuel est une réalité. Merci Thibaut de Saint-Vincent pour cet éclairage. Bien, maintenant, nous allons voir sur le terrain comment cela s'est traduit en procédant du nord au sud, donc direction La Baule, avec Étienne Dugibon, directeur de Barnes La Baule. Étienne Dugibon, même question, mais donc sur votre secteur. Comment se présente le marché de La Baule 6 semaines après le début du confinement? Alors, il se présente sous les meilleurs auspices possibles. Et nous pensons que les mois de mai et de juin seront très dynamiques sur nos marchés. Nous avons eu beaucoup d'appels de clients et acquéreurs et de clients vendeurs. Nous les avons beaucoup eus pendant ces pratiquement 8 mois de confinement en conférence téléphonique pour analyser leurs projets, tant de vente que d'achat. Et nous attendions avec impatience la fin du confinement pour concrétiser ces projets. Et nous sommes très confiants puisque les différentes typologies d'acquéreurs sont toujours présents plus que jamais sur ce marché baulois qui est le marché de la baie de la Baule, donc qui va du Pouliguen à la Baule en passant par Pornichet, mais aussi la presqu'île de Guérande. La première typologie, ce sont des projets de résidence secondaire pour des actifs ou des retraités. Et nous avons, par exemple, pris un rendez-vous le 13 mai avec un couple de personnes âgées qui vont venir de Paris à la Baule avec un chauffeur parce qu'ils ne veulent pas prendre le train, ils veulent faire l'aller-retour puisqu'il n'y a pas d'hôtel dans la journée. Et ils veulent confirmer l'acquisition d'un appartement près de la plage Benoît. Donc, ils viennent le 13 mai, nous les recevrons à déjeuner à l'agence avec toutes les précautions possibles puisque les restaurants sont fermés. Et ces clients sont toujours là. Résidence secondaire, mais aussi résidence principale, puisque le marché s'équilibre entre résidence secondaire et résidence principale. La Baule vit aussi toute l'année. Nous avons, par exemple, signé il y a 15 jours une villa sur une des résidences du Golfe, d'un des golfs de la Baule, d'un couple de Français expatriés au Canada. Monsieur va venir prendre une direction générale d'un groupe aéronautique à Saint-Nazaire, voilà, pour ne pas le citer. Il est confiné au Canada. Ses enfants sont inscrits dans différentes écoles dès septembre. Par une visite virtuelle, il a confirmé un achat et nous avons signé il y a 10 jours un compromis à distance, puisque la technologie permet aujourd'hui de rédiger et de signer des compromis de vente à distance. Donc, voilà, nous ne sommes pas restés inactifs pendant ces 2 mois et nous sommes résolument optimistes pour cette reprise post-confinement. Certains acheteurs tentent-ils de profiter, on va dire, de la situation pour obtenir une baisse ou une négociation des prix à la baisse? Alors, sur l'ensemble des compromis et promesses de vente qui étaient signés avant l'entrée en confinement, nous n'avons pas eu de rétractation et nous avons signé sur 10 actes durant ces 2 derniers mois.
parfois avec difficulté, puisqu'il nous a manqué certaines pièces d'urbanisme, voilà, et on a retardé parfois, mais grâce, on va dire, à toute la mobilisation des études notariales, ça s'est plutôt bien passé. Je ne crois pas à une correction de prix. Et sur des offres que nous avions en cours, il n'y a pas eu de demande particulière de négociation. La rareté d'un bien crée sa valeur. Et pour répondre à votre question, on a eu sur un manoir à l'intérieur de Guérande une demande de prise en charge, par exemple, d'un traitement de charpente, donc un supplément de valeur voilà, avec un maintien de l'offre actuelle. Donc, C'est-à-dire que les vendeurs ont pris à leur charge le traitement, voilà, et un entretien de charpente, alors que dans la première proposition, c'était plutôt l'acquéreur qui le prenait à sa charge. Donc, vous voyez, mais ça a été très à la marge, puisqu'on parle voilà, de quelques milliers d'euros pour cette prise en charge. Thibaut de Saint-Vincent parlait en introduction de l'impératif maintenant télétravail, la nécessité dans les demandes, dans les recherches de vos clients d'avoir un espace pour pouvoir télétravailler. Vous le constatez sur le secteur qui est le vôtre, c'est-à-dire le grand bassin de la Baule? Oui, complètement. On a vu dès le 15 mars arriver voilà, beaucoup de nouveaux Baulois, puisque la Baie de la Baule connaît aujourd'hui une affluence digne des ponts de l'Ascension ou de la Pentecôte. Et tous ces clients ont vu qu'on pouvait voilà, travailler à la Baule, que la connexion Internet était de qualité et que finalement, vivre une période de confinement à la Baule était un luxe, était un privilège et que ça fonctionnait. Donc, et on a des demandes de clients qui ont été reçus dans leur famille, chez des amis et qui souhaitent aujourd'hui voilà, bénéficier d'un actif refuge et investir en achetant un bien de qualité sur la baie. Quand vous parlez par exemple de clients qui ont été reçus chez des amis, donc si je comprends bien, ce sont des gens qui ne connaissaient pas forcément la Baule auparavant, qui ont découvert la Baule à cette occasion et en quelques semaines, ça a fait son chemin dans leur esprit. Oui, complètement. C'est finalement une dynamique qui est similaire à des acquéreurs qui décident d'acheter suite à une location saisonnière. Voilà. Donc là, ces personnes ont vécu 2 mois à la Baule, ont pu, voilà. En plus, le climat, et on a eu un temps exceptionnel, donc ont été séduits par la destination et confirment cette séduction par une volonté d'acquérir un bien de qualité. Merci Étienne de Gibon. Nous allons faire quelques kilomètres vers le sud, direction la Charente-Maritime, pour aller voir ce qu'il en est sur le terrain sur l'île de Ré avec Germain Tournois. Germain Tournois, alors là, l'île de Ré a fait le buzz au tout début du confinement avec toutes les chaînes de télévision d'information en direct qui ont raconté ces hordes de Parisiens qui venaient se réfugier dans leur résidence secondaire sur votre île. Question numéro 1, comment l'avez-vous ressenti sur le terrain? Question numéro 2, était-ce finalement une bonne ou une mauvaise publicité pour l'île de Ré? Bonne ou mauvaise publicité, on ne sait pas. En tout cas, ça reste une publicité. Donc les gens retiendront effectivement que l'île de Ré est un endroit qui attire. Et la preuve, c'est qu'on vient s'y réfugier aisément en cas de soucis tels que celui qu'on vient de vivre. Et bien leur en a pris, parce que j'aurais fait de même à leur place, puisqu'effectivement, il est certainement plus agréable d'être confiné sur l'île de Ré, dans une maison avec un jardin à proximité de la mer ou d'endroits où on a une jolie vue, plutôt que dans une habitation sans extérieur. Donc, je peux comprendre effectivement cet afflux. Maintenant, on a fait le buzz, mais la chose était tout à fait différente sur le terrain, puisqu'en réalité, on a vu arriver entre 3500 et 4500 personnes, mais le comptage était facile étant donné qu'on passe par un pont, contrairement à d'autres endroits tels que la Baule ou même Biarritz où plusieurs chemins y mènent. Nous, seul le pont nous relie au continent et donc il est très facile de voir cet afflux de personnes qui a été momentané et vraiment, pour moi, presque anecdotique par rapport à la population estivale de l'île de Ré. Comment s'est présenté le marché? Donc, on a bien compris qu'il n'y avait pas forcément eu cet afflux
raconté ou craint. Comment s'est présenté le marché ces dernières semaines et comment avez-vous fait face sur l'île de Ré à ces nouvelles conditions sanitaires notamment? Le marché il s'est totalement arrêté pendant 3 semaines. On va dire qu'à partir du confinement jusqu'à la deuxième semaine d'avril, il ne s'est plus rien passé. Je pense que les gens ont d'abord préféré voir ce qui allait se passer réellement avant de bouger dans prendre une quelconque direction. Par contre, on a tout de suite constaté dans la deuxième semaine d'avril qu'on avait des nouveaux clients. Des nouveaux clients avec des nouvelles demandes, des demandes assez ciblées effectivement sur des maisons avec jardin, avec des possibilités d'accueillir des familles, de pouvoir se regrouper dans un lieu de vacances qui soit un lieu de villégiature en temps normal, mais qui puisse également être un lieu de refuge si une situation comme celle-ci devait être amenée à se reproduire. On a vraiment ce sentiment effectivement de volonté de pouvoir se réunir dans un endroit tel que l'île de Ré, avec effectivement, on parlait de ces clients qui sont, et avec une recrudescence de clients étrangers surtout. Je crois que l'île de Ré est un marché dans lequel l'offre est très inférieure à la demande. C'est toujours le cas en ce moment et dans les semaines à venir, ce sera toujours le cas? C'est toujours le cas parce que à chaque fois qu'il y a eu un phénomène de crise tel qu'en a parlé Thibaut tout à l'heure, on a toujours connu une régulation du marché assez naturelle, puisqu'on est sur un marché de personnes qui sont, que j'ai coutume d'appeler les non-obligés. C'est-à-dire qu'on n'est ni obligé d'acheter une résidence secondaire, mais quand on a acheté une résidence secondaire sans l'être obligé, on est rarement obligé de la vendre. Donc, les personnes qui n'ont pas confiance dans le marché, soit n'achètent pas, mais surtout ne vendent pas. Donc, automatiquement, il y a une raréfaction des biens, puisque les propriétaires ne mettent pas les biens sur le marché. Donc, on se retrouve toujours avec un déséquilibre acheteur-vendeur qui reste dans le sens plus les acheteurs que les vendeurs. Donc aujourd'hui, 30 avril 2020, il n'y a pas de baisse des prix de l'immobilier de prestige sur l'île de Ré. Aujourd'hui, il n'y a pas de baisse de prix. Il y a effectivement des acheteurs qui tentent d'utiliser l'argumentation de la situation pour négocier les prix. Mais j'ai un exemple assez simple. J'ai un client qui avait fait une négociation avant confinement. Il a voulu revoir sa négociation à 10-15% en dessous du prix déterminé. Et entre-temps, d'autres acheteurs se sont positionnés au prix initial. Donc, et ce, pendant la période de confinement. Donc, notamment via les visites virtuelles, je crois. Vous aussi, vous vous êtes très rapidement mis à ce nouveau mode de fonctionnement. Alors, on s'est adapté effectivement avec des visites virtuelles. Donc, nous, on a la possibilité d'envoyer des visites virtuelles telles que celle-ci, où on peut se promener directement sur le bien et rentrer dans la maison et circuler. Mais après, les choses qui est très agréable, c'est de proposer une visite avec n'importe quelle application telle que WhatsApp ou FaceTime, qui permet d'avoir une visite interactive directe avec le client. Ce matin, j'étais en visite avec un client qui était à Oxford, dans une propriété à Saint-Martin. Et la semaine dernière, j'ai fait une visite de la même sorte avec des clients qui étaient en Touraine, une maison appartenant à une Belge qui est bloquée au Sénégal. Et, donc, et on a conclu une transaction et on signe le compromis mardi prochain grâce au travail. Et effectivement, je rejoins ce que disaient Étienne et Thibaut sur le travail des notaires qui nous permettent de signer un compromis très rapidement sur un bien comme celui-ci. Vous me disiez il y a quelques jours que concernant le télétravail, l'île de Ré le pratique déjà assidûment depuis plusieurs années. Racontez-nous un peu cette particularité. Oui, effectivement. Alors, l'île de Ré a effectivement cet avantage d'apporter une vie à l'année relativement rurale. C'est-à-dire qu'on pourrait se croire dans la campagne française assez éloignée de tout en ayant effectivement des commerces de proximité de qualité, une proximité avec la gare de La Rochelle qui nous permet d'accéder à Paris et aujourd'hui avec la LGV encore plus efficacement, l'aéroport La Rochelle qui dessert également Londres. Et donc, toutes ces familles-là, c'est depuis une dizaine d'années, des familles s'installent avec le couple, donc soit monsieur, soit madame, qui retournent travailler sur la région parisienne une journée par semaine. Et là, un élément qui est fort pour eux et qui est vraiment un élément positif, c'est l'arrivée de la fibre qui va être sur l'île de Ré d'ici 6 mois. Dernière question, voyez-vous une évolution dans les différents secteurs de l'île de Ré à la faveur des semaines qui viennent de se passer? Est-ce qu'il y en a un qui monte par rapport à l'autre ou est-ce qu'un village se démarque par rapport à un autre? Alors, les villages, il y a toujours les villages un peu locomotives sur l'île de Ré. Il y a un village aujourd'hui qui a le vent en poupe, qui est le Bois-Plage, qui vient un peu supplanter les autres villages, mais avec toujours Saint-Martin, La Flotte, Les Portes, qui sont les 3 villages vraiment phares de l'île.
Maintenant, le marché, lui, va évoluer certainement par strate de prix, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tranches de prix qui restent d'avoir des variations différentes les unes des autres. Et il n'est pas impossible de constater même des hausses dans certaines strates, et particulièrement les plus élevées. Merci Germain Tournois pour cet éclairage concernant l'île de Ré. Muni bien sûr de notre attestation dérogatoire, nous partons vers le sud, vers la Gironde et le bassin d'Arcachon à la rencontre de Sophie Vessier. Sophie, votre marché, le bassin d'Arcachon, est lui aussi très prisé par la clientèle haut de gamme. Traditionnellement, vous le couvrez assez largement, du Pilat au Cap-Ferret via Arcachon. Côté immobilier, même question que pour les autres. Qu'en est-il en cette fin avril ? Bonjour à tous, donc ici le bassin d'Arcachon, où effectivement, un peu comme chez mes collègues du littoral atlantique, on a eu la chance d'avoir une météo sensationnelle. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont eu la bonne idée dès le début du confinement de rejoindre leur résidence secondaire ici ont fait le bon choix et étaient vraiment ravis de cette décision. Alors, nous, c'est vrai que nous avions commencé l'année sur les chapeaux de roue, donc nous n'étions pas trop inquiets par rapport aux semaines qui allaient venir. Nous avons eu la confiance qui a demeuré puisque nos acquéreurs qui avaient eu la chance de trouver le bien de leurs rêves et qui avaient fait une offre d'achat n'ont pas renoncé à leur projet, bien au contraire, puisque avec, comme on le disait, la collaboration très active et efficace des notaires, on a pu aboutir à signer toutes nos promesses de vente. Donc, nous n'avons pas eu du tout de personnes qui avaient changé d'avis. C'est vrai que les 15 premiers jours ont été d'un calme total, mais je pense que ça a été le cas dans tous les secteurs parce que je crois qu'on a dû tous digérer un peu cette nouvelle situation qui a été vraiment une situation inédite dans la vie de tout un chacun en France et partout dans le monde. Mais voilà, depuis le début avril, les choses ont redémarré. Je crois que tout le monde a eu envie de repartir dans des projets. Les gens ont eu du temps et ils ont réfléchi à leur vie d'aujourd'hui, à leur vie qu'ils vous souhaiteraient pour demain. Et nous avons beaucoup de demandes justement de clients qui souhaitent soit accélérer un projet, soit se lancer dans un projet d'acquisition chez nous. Côté visite virtuelle, je crois que vous avez un exemple assez parlant et récent à nous raconter. Oui, alors j'ai plusieurs exemples et c'est vrai qu'il y en a un qui me tient plus à cœur parce qu'en plus les clients étaient vraiment, enfin ils sont tous sympathiques, les clients de Barnes, c'est une certitude, mais c'est vrai que cela était très sympathique parce qu'effectivement on a pu échanger très rapidement sur un bien dont ils rêvaient pour un pied-à-terre. Ce sont des gens très occupés qui ont des postes assez importants, des multinationales, donc amenés à vivre à l'étranger très souvent et pas beaucoup de temps, pas beaucoup de séjours en France pour aller visiter. Là, ils avaient du temps devant Internet pour surfer sur notre site. On a donc échangé grâce à des mandats de recherche et des visites en FaceTime ou WhatsApp sur un bien pour les vacances. Ils étaient tous là derrière l'ordinateur avec les enfants pour regarder, ce qui est très pratique et sympa parce qu'on se baladait dans la maison pour montrer effectivement, voilà, là, il y a la plage qui est tout près, voilà le voisinage, les arbres, le joli jardin et ça permettait d'ouvrir une fenêtre de rêve dans ces jours de confinement. Est-ce que vous pensez que ces visites, donc on parlait de WhatsApp ou FaceTime, peuvent devenir la norme demain? C'est-à-dire pour une première visite, que maintenant on ne se pose plus la question, on la fasse sans se déplacer via un smartphone. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un outil qui est très pratique parce que nos clients sont souvent assez loin, ils peuvent même être très loin à l'étranger. Donc, c'est vrai que ça peut être un outil qui va être très pratique pour pouvoir faire découvrir un bien et pouvoir faire une sélection et bien cibler une liste de biens à visiter quand les personnes vont venir parce que quelqu'un qui est expatrié, qui a seulement 15 jours de vacances en France, il va en profiter d'abord pour voir sa famille et il ne va pas avoir forcément beaucoup de temps pour aller courir toutes les agences du quartier et visiter une centaine de biens avant de trouver le bien de ses rêves. Donc, c'est vrai que je crois que ces outils de visite virtuelle, de Matterport, etc., ça permet à nos clients, quand ils sont tranquilles chez eux, de pouvoir se poser et de travailler sur ces projets-là. C'est aussi dans leur quotidien professionnel une petite porte d'évasion qu'on peut leur apporter et qui me semble tout à fait une direction d'évolution pour notre métier. C'est une certitude. Est-ce qu'on en arrive à des ventes sans aucune visite physique? Alors écoutez, oui, on en a plusieurs exemples. Là, dans le cas que je vous citais, les personnes souhaitent venir parce que voilà, ils sont jeunes, en plus, ils ont envie de bouger, ils n'en peuvent plus d'être confinés, donc ils vont venir quand même pour valider cette vente. On a fait pas plus tard que ce matin une petite visite avec un entrepreneur en peinture et décoration
pour voir un peu comment ils pourraient aménager les espaces et quelques idées de décoration. Ils vont pouvoir comme ça continuer de rêver en regardant Pinterest, apprendre des idées de décoration et donner des pistes à l'entreprise pour qu'elle puisse leur faire des projets. On avance, on a mis en contact les notaires, on s'est déjà mis d'accord sur le prix, etc. Voilà. Ensuite, ils vont venir. Je pense que de toute façon, ils ne seront pas déçus puisque tout le monde trouve que ce bien est charmant et en plus, ils font une très bonne opération parce que ce bien est très bien placé, il correspond complètement à leurs exigences. Donc, je pense qu'effectivement, ça va se faire de plus en plus. Nous avons un autre exemple, pas plus tard qu'hier, d'un couple qui souhaite, lui, faire un placement financier. Thibaut en parlait, de ces personnes qui se disent que leur argent sera bien plus à l'abri dans un bien patrimonial sur nos côtes et qui peut être susceptible d'être loué et donc rapporter certains revenus pour couvrir les dépenses de fonctionnement du bien. Donc là, nous avons typiquement une offre d'achat sans aucune visite physique, uniquement sur vidéo, photos et plans. Voilà. Donc là, une vente qui va aboutir de cette manière. Justement, question que vient de nous poser un internaute en direct. Le marché du bassin d'Arcachon serait-il insensible à la crise ? Écoutez, je dirais insensible à la crise, oui, parce que nous sommes dans un marché qui est très étroit, voire même confidentiel. Nous avons peu de biens à la vente. Nous avons, c'est vrai, quand même plus d'acheteurs que de biens à la vente. Donc, en général, nos biens, nous les vendons même avant de faire de la publicité parce que nous avons nos clients qui sont là dans notre portefeuille, dans notre base. Et dès que nous avons un bien qui peut leur correspondre, nous leur présentons. Donc, nous avons un marché fluide, mais effectivement, nous n'avons pas énormément de biens, tout simplement parce qu'on a un secteur déjà géographique qui est assez limité et que c'est vrai qu'il fait bon vivre chez nous, on ne va pas se le cacher. Il fait toujours beau, là, on a même eu un rayon de soleil aujourd'hui, alors que la France entière est sous la pluie. Donc j'imagine qu'il n'y a pour le moment pas d'impact sur les prix. Nous n'avons pas d'impact sur les prix parce que effectivement, c'est vraiment un marché qui répond aux lois de l'offre et de la demande. Les quelques ajustements qui pourront avoir lieu seront à la marge et correspondront à des négociations normales, mais qui ne vont pas excéder 5%. Voilà. La question, Laurent, de l'internaute me fait penser à une remarque d'un acquéreur que j'ai eu pour un bien à la pointe de Pintchâteau, un des endroits les plus exceptionnels de la baie de la Baule, donc situé au Pouliguen. La pointe de Pintchâteau, c'est 50 villas exceptionnelles face à la mer. Et il y a 2 transactions par an. Et un client me disait, la pointe de Pintchâteau ne baissera jamais. On ne s'achète pas un bien au Pouliguen, on se l'offre. Et je crois que sur des destinations exceptionnelles comme le bassin d'Arcachon, oui, on ne s'achète pas un bien, on se l'offre. Et donc, du coup, une valeur refuge complètement certaine. Donc, ça m'avait frappé cette remarque de cet acquéreur qui dit on ne s'achète pas un bien, on se l'offre. Je suis d'accord avec toi, Étienne, parce que c'est vrai que la valeur du luxe chez nous, là sur nos côtes atlantiques, ce n'est pas forcément le fait que le bien soit luxueux, c'est avant tout un emplacement, c'est avant tout un lieu. Voilà, on va être près de la plage. Là, ici, même s'il y a le confinement, les gens peuvent aller se promener en forêt, peuvent respirer l'oxygène. On est dans un lieu idyllique, mais en même temps qui permet d'offrir, comme on l'a dit, toutes les connexions Internet, parce que nous, là, on a la fibre qui est installée, ça y est. Nous avons la LGV, le train qui nous amène depuis Arcachon à Paris en 2h30, l'aéroport tout proche. Donc, effectivement, on se fait un cadeau et en même temps, on peut vraiment l'utiliser très facilement. Sophie Vessier, quand vous annoncez que la fibre est installée, les internautes ne le voient pas, mais je vois Germain Tournois qui a froncé les sourcils puisqu'il est un petit peu jaloux, lui qui annonçait triomphalement que la fibre allait arriver sur l'île de Ré. Retour sur le bassin d'Arcachon. Vous m'avez dit, Sophie, que le télétravail, le rapport au télétravail avait incroyablement changé en quelques semaines. Oui, c'est vrai que le télétravail, il a toujours eu lieu quand même pendant les mois de vacances, notamment pour les familles qui venaient de Paris ou de l'étranger, où la famille entière s'installe pendant 2 mois, et puis monsieur fait des allers-retours et travaille un peu depuis chez lui. Là, avec le confinement, c'est vrai que les personnes, ils ne pensaient pas que ça allait durer si longtemps déjà. Ils ont vraiment testé le télétravail en réel. Et c'est vrai qu'avant, on avait coutume de se gausser un peu des personnes qui, au mois d'août, disaient « Oui, non, mais moi, je travaille quand même. » On disait « Attends, oui, t'es mignon, mais enfin, t'es quand même sûrement à la plage ou en bateau, etc. » Aujourd'hui, je crois que vraiment, d'un point de vue national et international, télétravail, tout le monde a compris que c'était vraiment une évolution
on ne reviendrait pas en arrière. Je pense que c'est une certitude. Et c'est vrai que toutes les personnes et les chefs d'entreprise, surtout, nous demandent de plus en plus des maisons confortables avec des espaces bureaux. On a vu avec Zoom, c'est extraordinaire, ou d'autres systèmes, on peut se réunir, faire des réunions de travail très facilement. Donc, je crois que véritablement, ça existait déjà, mais là, ça va encore plus se professionnaliser le télétravail, en fin de compte, et se généraliser. C'est une certitude. Merci Sophie Vessier. La meilleure preuve de cette généralisation du télétravail, c'est que nous sommes actuellement dans ce webinaire, durant ce webinaire, plus de 200 à travers la France, voire à l'étranger, voire sur d'autres continents. Nous en sommes tous ravis. Toujours plus au sud, direction maintenant la Côte Basque, avec Philippe Thomine Desmazures, directeur de Barnes Côte Basque. Philippe, vous avez un exemple très récent de vente avec visite, qui soit directement dérivé d'une visite virtuelle. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et bonjour. J'avais investi dans des caméras Matterport pour faire des visites virtuelles il y a 3 ans. Le marché n'était pas complètement mûr à l'époque et j'ai continué à en faire un petit peu. Et bien m'en a pris puisqu'on a une trentaine de biens qui sont en visite virtuelle sur notre site. Et nous avons un bel appartement que nous avons rentré pendant l'hiver. Et j'ai reçu une demande d'information il y a 15 jours sur l'appartement. On avait la visite virtuelle. La personne le visite virtuellement, je lui donne toutes les informations. Ce client me fait une offre. Une offre qui était un peu basse. Bon, je transmets l'offre, le client, le vendeur décline. Le client acquéreur profite d'un déplacement professionnel à Biarritz, qui n'est pas très loin, à 1 heure d'ici, même pas, pour venir voir l'appartement qui était vide. Donc, je réalise l'appartement, je réalise la visite de l'appartement. Ça confirme tout le bien qu'il pensait de l'appartement et on a réussi à faire un compromis très proche du prix, permettant de pouvoir avoir un accord des parties et une promesse à venir. On a réussi à réaliser une autre visite virtuelle et une autre offre dans le même à Biarritz également. Donc, finalement, moi, j'observe que ça permet de pouvoir générer des visites à distance, générer de l'intérêt et garder l'intérêt de nos clients acquéreurs sur le marché immobilier et continuer à se projeter et à vivre malgré le confinement. Et finalement, je vois, moi, sur les connexions, les demandes d'informations sur mon site, énormément de trafic, beaucoup de demandes d'informations qui témoignent quand même d'un intérêt vraiment vif sur le marché. Vous êtes, Philippe, l'un des utilisateurs de la technologie Matterport dont parlait Thibaut de Saint-Vincent en introduction. Ça vous a permis de conclure ou d'accélérer des ventes depuis le début du confinement? Oui, exactement. Comme les 2 ventes que j'ai mentionnées à la fin, on peut demander à Eric Boussard, le directeur technique, de faire une démonstration de l'appartement que nous sommes en train de vendre. Ça permet d'avoir vraiment une maquette de l'appartement et rentrer dedans et faire la visite comme si nous étions. Combien de temps faut-il pour réaliser une visite virtuelle comme ça? J'entends au niveau technique. Combien de temps sur place faut-il passer pour prendre toutes ces images? C'est assez rapide. Je dirais que sur un appartement comme ça, qui fait dans les 120 mètres carrés, ça met 1 heure environ. Et ensuite, il y a un traitement derrière. Donc, en tout, peut-être 2-3 heures pour avoir un rendu correct. Et alors, donc vous me confirmez que c'est un petit peu comme sur Street View de Google, il faut cliquer sur les petits ronds qui sont au sol pour se déplacer de pièce en pièce. Par exemple, ou alors avec les flèches du clavier, on peut avancer, reculer, tourner à droite, à gauche. Alors c'est vrai que là, ce qui est extraordinaire, Pardon. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que là, on réalise bien que cet appartement a une vue magnifique. Et voilà, la technologie, là, le Matterport nous montre que depuis le salon, on a la vue sur la grande plage.
Plus généralement, Philippe Thomine Desmazures, partagez-vous dans votre secteur, donc la côte basque, les avis qui ont été émis sur l'état du marché immobilier du littoral atlantique là, jusqu'à présent? Complètement. Il y a eu 2-3 semaines très calmes, mi-mars jusqu'à début avril. Et depuis début avril, on a vraiment vu un vif intérêt de personnes qui vraiment à cette valeur refuge qu'est l'immobilier et soit sont un peu opportunistes et c'est peut-être soit se disent mais vraiment j'ai vraiment envie d'avoir un vrai une valeur refuge, une maison où passer du temps et être bien chez moi et avoir de l'espace. Et c'est un peu d'ailleurs la petite évolution que l'on voit que l'on s'arrache depuis 10 ans, qui est la maison de ville, proche des commerces, proche des plages, qui est vraiment la valeur phare depuis une dizaine d'années. J'observe vraiment les biens qui ont du territoire, qui ont de l'espace intérieur et extérieur. Alors, je ne suis pas sûr que le son soit parfait pour tout le monde concernant Philippe Thomine Desmazures. Si j'ai bien compris, vous nous disiez qu'il y a une évolution sur la demande et que typiquement la maison de ville au centre de Biarritz qui permettait d'aller à pied à la plage ou au restaurant est peut-être moins le Graal aujourd'hui qu'elle n'a été ces dernières années, à la faveur des propriétés un peu plus en retrait, c'est ça? Oui, c'est une tendance lourde, mais c'est une petite tendance que je note. Le bien recherché et qui se vendait très rapidement jusqu'à présent, ce sont les maisons de ville proches de la plage et des commerces, si possible rénovées. Ça, ce sont des biens qui se vendent généralement en moins d'un mois, même en hiver. Les maisons, quand on est au prix évidemment, les maisons qui sont un peu plus près, ça marche pas? Je vous entends mal, je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Bon. Je vais parler plus fort. J'ai un problème de connexion. Philippe, quel est l'impact côté prix sur la côte basque? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire que les prix sont très impactés. Les offres que nous avons eues étaient assez proches du prix. Donc, d'avoir des tentatives de négociation. Mais je dirais que pour l'instant, on est proche du prix demandé avec des tentatives de négocier 5 à 10% pour revenir sur des prix plus proches de ceux qui étaient demandés par les vendeurs. Merci Philippe Thomine Desmazures pour donc cette analyse du marché du Pays basque, de la côte basque, qui confirme ce que l'on a entendu du nord au sud, donc pour mémoire, à La Baule, sur l'île de Ré, sur le bassin d'Arcachon et donc sur la côte basque. Nous vous le disions en introduction, l'immobilier, la manière de travailler des agents immobiliers a profondément changé en quelques semaines. Mais ça n'a été possible que parce qu'en parallèle, l'activité des notaires s'est elle aussi changée de manière accélérée. Donc, je vais m'adresser maintenant à Grégory de Simancourt, qui est notaire, qui travaille régulièrement avec le groupe Barnes. Maître, les notaires ont effectué des prouesses pour maintenir l'activité immobilière malgré la crise sanitaire. Cela signifie-t-il que la digitalisation du notariat est enfin une réalité ? Non, mais elle est sur le bon chemin puisqu'on a beaucoup progressé, notamment ces 5 dernières années. La plupart des clients qui sont passés chez leur notaire pour faire une vente ont pu remarquer que depuis 5 ans, il y a l'acte électronique qui a été mis en place. L'acte électronique, ça veut dire une seule signature pour le client, mais ça veut aussi surtout dire pour l'ensemble des collaborateurs la digitalisation de l'ensemble des documents. Donc même les documents papier sont tous scannés et sont mis dans le serveur de l'étude et sur le cloud. Ce qui permet en fait d'avoir une étude avec 0 papier. Et cet objectif de 0 papier qu'on a eu pour les plus précoces il y a 5 ans, elle est en place dans pratiquement toutes les études aujourd'hui. Et elle a permis, justement, elle nous a permis à l'étude, du jour au lendemain, dès le début de la crise sanitaire, chaque collaborateur a pu partir avec son ordinateur sous le bras chez lui et continuer en télétravail. Alors moi, j'ai eu un peu de chance
puisqu'il y a 18 mois, à l'occasion du renouvellement du parc informatique, mon informaticien m'a dit Maître, prenez des ordinateurs portables pour tout le monde et des abonnements télétravail pour tout le monde. Donc, nous, on avait déjà cette possibilité-là. C'est vrai qu'au début, je crois qu'au début de la crise sanitaire, il y avait seulement 15% des études qui étaient équipées, des études en France qui étaient équipées pour faire du télétravail. Ça veut dire qu'il faut un ordinateur portable et un abonnement sécurisé, puisque c'est des données sécurisées, permettant le télétravail à domicile. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de la moitié des études qui sont équipées pour le télétravail, donc c'est un mouvement très lourd. En plus, les collaborateurs sont ravis de faire ce télétravail. Pour les plus chanceux, ceux qui ont un pied-à-terre à Biarritz, à La Baule ou encore à Bidart ou à l'île de Ré, et qui peuvent justement travailler à distance. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai l'ensemble de mes équipes de 30 personnes qui sont en télétravail depuis chez eux et qui travaillent quasiment dans les mêmes conditions. Ils ont des écrans un peu plus petits, mais ils ont la même performance informatique à condition d'avoir une bonne connexion Internet. Ça fonctionne aussi bien. Après, le télétravail, ça permet la production des actes, ça permet de rédiger les actes. En revanche, il faut quand même signer les actes. Et pour ça, les collaborateurs, justement, vont demander aux clients, puisque les clients ne peuvent plus venir à l'étude, de signer des procurations. Et ces procurations, aujourd'hui, elles sont faites à distance grâce justement à l'évolution de la technique. Les collaborateurs envoient par mail au client une procuration et le client prend rendez-vous avec le notaire par WhatsApp vidéo, FaceTime vidéo, tout moyen de connexion vidéo, Zoom comme aujourd'hui. Et le client signe devant le notaire qui peut donc certifier sa signature, certifier que c'est bien le client qui a demandé au notaire de le représenter pour la signature. Et ça, je le pratiquais déjà moi avec les clients non résidents quand ils étaient à l'étranger, un peu loin des consulats. Mais ça se pratique aujourd'hui. C'est une pratique qui a été généralisée et encouragée par le Conseil supérieur du notariat. Alors, très concrètement, pour que les internautes comprennent, comment se passe la signature d'un acte de vente en l'absence physique du vendeur et de l'acheteur? Comment ça se passe dans l'étude? Alors effectivement, pour faire un acte de vente, il faut un vendeur, un acquéreur et un notaire. Le vendeur et l'acquéreur ne pouvant pas être là, ils doivent être automatiquement remplacés par 2 collaborateurs de l'étude, puisque un collaborateur ne peut pas, sauf exception, signer pour un vendeur et un acquéreur. Donc, on a un collaborateur qui va signer à l'étude pour le vendeur et un autre collaborateur qui va signer pour l'acquéreur. Il faut qu'il y ait un notaire encore physiquement présent à l'étude. Et donc, on a un notaire qui est à l'étude. Donc, avec 3 personnes sur les 30 personnes de l'étude, l'étude a pu fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, quasiment. À condition que les autres intervenants jouent le jeu, diagnostiqueurs, déménageurs, etc. Mais disons qu'en tout cas, l'étude a pu fonctionner de manière aussi fluide. Et il suffit donc d'avoir un collaborateur pour le vendeur, un pour l'acquéreur et que le notaire signe. Donc, 3 personnes à l'étude suffisent pour ça. Et après, il y a naturellement, je viens de le dire, la nécessité de récupérer les procurations auprès des clients. Et il suffit simplement de leur envoyer par mail ces procurations et on prend rendez-vous avec le client pour s'assurer que c'est bien lui qui les signe par un moyen vidéo quelconque. Et après, le client nous renvoie la procuration scannée à l'étude et c'est ce document digitalisé qui nous donne le pouvoir de régulariser la vente. Maître, donc si je comprends bien, le pli est pris maintenant, la machine est lancée. Quelle sera la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, certains ont déjà eu la chance de la voir. En tout cas d'en voir les prémices, puisque on a l'ensemble des notaires ont commencé à investir dans des systèmes de visioconférence. La visioconférence, ça permet aujourd'hui déjà de signer d'avoir son confrère qui est à Paris pendant qu'on signe chez le notaire de l'île de Ré, tout ça sur grand écran. Mais il fallait encore aujourd'hui, je dis il fallait puisque justement on vient d'évoluer. Il fallait encore aujourd'hui donner pouvoir au notaire de l'île de Ré au moment où on signe la vente, qu'il ait le pouvoir pour les 2 parties. Mais demain, n'importe quel client pourra signer chez son notaire à Paris ou chez n'importe quel notaire simultanément. Il y aura un notaire avec un client et à l'autre bout de la France, l'autre notaire avec l'autre client et chaque client signera chez son notaire de manière concomitante ou en décalé la vente. Donc, ça donnera une grande souplesse pour les signatures à venir. Quand vous dites chez n'importe quel notaire, c'est-à-dire que par exemple, concernant une vente au Cap Ferret, elle peut être signée chez un notaire qui est à Strasbourg ou à Perpignan. Exactement. Et tout ça,
même les deux notaires peuvent être l'un à Strasbourg, l'autre à Brest pour une vente à l'île de Ré. Et le client va chez son notaire ou le notaire le plus proche signer cette vente. Et la signature peut être mardi à 15h, ou l'un signe mardi à 15h et le lendemain, l'autre mercredi à 17h. Et c'est qu'une fois que la deuxième signature est faite, que le notaire qui tient la plume va régulariser, authentifier cet acte. Donc, ça laisse une grande souplesse pour régulariser les ventes à venir, notamment pour nos clients qui sont souvent très pris eu égard à leur fonction. Cet équipement en visioconférence des études de notaire, oui? Je voudrais juste rajouter quand même quelque chose. C'est qu'avec nos amis notaires, on a souvent calé les rendez-vous le vendredi quand c'était au Cap Ferret ou au Pilat, parce que c'est vrai que c'est super tous ces outils, mais de temps en temps, venir sur place pour passer un week-end, ils sont quand même toujours intéressés à en profiter pour faire un petit saut chez nous à l'occasion des rendez-vous de signature. Donc ça, je pense qu'on continuera à le faire quand même, malgré tout. Ça, Sophie, nous n'en doutons pas, dès que les déplacements seront à nouveau autorisés, et à commencer par ceux de vos clients qui seront dans les limites des fameux 100 km. Mais ça, nous n'en doutons absolument pas. J'avais juste une dernière question pour Grégory de Simancourt. Maître, combien de temps faudra-t-il pour que les différentes études françaises soient équipées? C'est une question de mois beaucoup plus qu'une question d'année. Donc, on a la chance d'avoir en fait des chambres des notaires dynamiques et le Conseil supérieur du notariat qui est très dynamique et qui pousse dans le sens de la digitalisation. Donc, dans les mois à venir, ce dont je vous parle sera la réalité pour l'ensemble des études de France. Merci, Maître. Pour conclure cette table ronde, je vais redonner la parole à Étienne de Gibon, qui est directeur de Barnes Labaule, à qui je vais demander de regarder dans la boule de cristal. Étienne de Gibon, même si l'exercice est difficile, quel sera l'ordre de grandeur de la possible baisse des prix à attendre, la baisse du prix au mètre carré dans les 3 ou les 6 prochains mois? Je vous pose la question parce que de nombreux internautes depuis le début de ce webinaire nous l'ont posé en ligne. Alors, bonne question. On se la pose tous. Le premier point, c'est d'abord se dire que la crise que nous vivons était inédite, imprévisible et inenvisageable il y a 2 mois. Que malheureusement, on risque de vous décevoir. Je pense qu'il est un peu tôt pour répondre à votre question. Nous recevons des signes assez contradictoires et aujourd'hui, nous sommes, on va arriver dans une période de déconfinement, donc je suis incapable de répondre à vos questions et il est trop tôt. Thibaut Saint-Vincent parlait d'un retour sur un marché dynamique dès l'automne. C'est ce qui risque d'être le plus probable. Mais on ne le répétera jamais assez. Nous croyons chez Barnes que l'immobilier de prestige, il fallait en faire la preuve, a une vraie valeur refuge. Et tous ceux qui ont été confinés en ont fait l'expérience. Posséder un bien de qualité est un atout inestimable. Barnes est présent sur plusieurs destinations et on voit aussi de plus en plus, et c'est aussi les conséquences de cette crise et les enseignements de cette crise sanitaire, qui est d'abord une crise sanitaire, qui est que nos clients ont de plus en plus des projets globaux d'achat ou de vente et Barnes étant multi-pays, multi-destinations, Messi Barnes permettant de répondre à des problématiques d'immobilier résidentiel, mais aussi d'achat de vignobles, de yachts, de haras. Barnes sur son métier est très bien positionné et saura répondre aux attentes à la fois globales et locales de nos clients. Donc, cet équilibre entre vision globale et vision locale sera très précieuse dans les arbitrages de nos clients. Un deuxième aussi enseignement fort de cette crise, c'est que la digitalisation va se poursuivre. On a beaucoup parlé de télétravail, on a parlé de digitalisation, de visites virtuelles. Ça semble aujourd'hui une évidence qui va se poursuivre. Et peut-être que demain, la visite virtuelle sera la norme et qu'on commencera par une visite virtuelle pour confirmer son achat lors d'une visite physique. Donc, voilà, ça reste une certitude. La digitalisation va se poursuivre. Enfin, nous pensons chez Barnes que rien ne va changer dans notre métier d'intermédiation, que notre valeur même, la valeur même de notre métier sera de proposer les plus beaux biens
à nos clients dans les plus beaux emplacements, dans les plus beaux lieux de villégiature. Et ainsi témoigner que l'immobilier de prestige a un vrai statut de valeur refuge malgré cette crise sanitaire. Merci Étienne de Gibon pour cette conclusion. Et nous avons bien noté, Sophie Vessier, que les visites virtuelles ne remplaceront jamais la visite physique pour le plaisir de se retrouver dans ces lieux de villégiature. Cette table ronde est désormais terminée. Nous recevons encore beaucoup de questions en direct, par intervention sur le Zoom, le chat du Zoom. Vous allez avoir les coordonnées de chacun des intervenants à la sortie de cette réunion. Nos intervenants vont quitter cette réunion. Voilà la liste des emails. Vous avez tout le temps de noter les adresses emails des uns des autres pour leur envoyer vos questions en direct. Encore merci d'avoir été nombreux à nous rejoindre, à nous écouter et à nous nourrir de vos questions. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour d'autres webinaires du même type à venir, pour étudier notamment la semaine prochaine le marché immobilier de Londres, sur lequel Barnes est un acteur de premier plan. Merci à tous, à très bientôt.